Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Plus de 6 millions de Rwandais sont appelés aux urnes ce jeudi et ce vendredi, pour un référendum qui propose une modification de la Constitution. Les Rwandais de l'étranger votent aujourd'hui et au Rwanda, on votera demain vendredi. Cette modification de la Constitution devrait permettre à l'actuel président rwandais Paul Kagame de se représenter en 2017, ce que lui interdit la Constitution d'aujourd'hui. Paul Kagame est-il en train de se faire une constitution pour une présidence à vie? Y a-t-il aujourd'hui une alternative à ce président? Quel est son bilan? On va en parler ce soir avec nos invités, avec vous en duplex de Bruxelles. Faustin Twagiramungu, bonsoir. Vous êtes président de Initiative du Rêve rwandais. Vous êtes ancien Premier ministre, c'était entre 1994 et 1995. Et vous êtes présenté à l'élection présidentielle de 2003 face à Paul Kagame, une élection présidentielle que vous avez alors perdue. Tite Gatabazi, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes expert franco-rwandais en droit international. Avec nous Antoine Glaser, bonsoir, journaliste, écrivain spécialiste de l'Afrique, auteur de Africa France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu, et c'est aux éditions Fayard. Avec nous David Gakunzi, bonsoir. Vous êtes président du Paris Global Forum, qui est un institut qui regroupe des artistes, des chercheurs, des intellectuels qui sont là pour promouvoir la paix en Afrique. C'est un lourd objectif. Et vous êtes burundais. Je rappelle que le Burundi est un pays voisin du Rwanda. Alors avant de commencer ce débat, je vous propose tout de suite de regarder ce reportage de Thaïs Brook. Il est notre correspondant dans l'Afrique des Grands Lacs. Il était au Rwanda et il a suivi la campagne pour ce référendum. Reportage. Officiellement, il n'y a pas de campagne électorale. Les parlementaires se déplacent aux quatre coins du pays, comme ici à Kigali, dans le secteur de Gitenga, pour détailler le contenu de la Constitution réformée. Une explication de texte aux allures de meeting du FPR, le parti au pouvoir. Quand on leur a expliqué ce qu'ils nous ont demandé, comment nous l'avons révisé, ils étaient contents, donc ça devient une campagne à ce moment. Mais notre objectif, ce n'était pas la campagne, c'était expliquer les articles et comment nous les avons changés. L'assistance fait les louanges du président Kagame. Quelles cases vont-ils cocher? Oui, oui, oui en Kinyarwanda, la langue locale. Il règne une atmosphère de campagne électorale bon enfant dans ce quartier de Gitenga. Pourtant, même à Kigali, si ce n'est quelques rares autocollants, rien n'indique qu'un référendum va avoir lieu vendredi. Le Rwanda est régulièrement critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme. Manque de liberté d'expression, faiblesse de l'opposition, presse muselée. Pour interroger un Rwandais qui va voter non, nous avons dû cacher son visage. Je vais voter contre. Je ne peux pas me prononcer contre cette réforme alors qu'on pourrait reconnaître mon visage. Ça pourrait causer des problèmes pour ma sécurité. Malgré ces réserves, à l'approche du vote, pas de suspense. Au Rwanda, personne ne doute que le oui l'emportera très largement. Faustin Twagiramungu, est-ce que c'est une présidence à vie qui se profile? Oui, absolument. Parce que il n'y a pas de référendum. À mon avis, il n'y a pas de référendum. On force le peuple rwandais à chercher tout simplement une certaine, comment dirais-je, une sorte de pacification interne, mais afin que le pouvoir ne puisse pas causer des difficultés à ceux qui ne veulent pas accepter le régime en place. Et moi, j'ai une expérience de ce que c'est une consultation populaire. Le référendum de 1961, je l'ai vécu, j'étais encore très jeune, mais celui-ci est un peu bizarre en fait. On ne sait pas comment le peuple rwandais a pu seul prendre la décision et réclamer à ce que le président Kagame
continue à diriger le Rwanda, et qu'aujourd'hui on dit qu'il n'y a pas campagne, que le peuple nous a demandé à ce que le président puisse continuer à nous diriger, et toujours sous prétexte que Kagame a été le seul président à assurer un développement acceptable au Rwanda. Bien entendu, cette conviction n'est pas du tout la mienne. Et moi, je pense, et c'est très regrettable d'ailleurs, qu'un peuple rwandais qui a vécu dans une situation de révolution populaire, aujourd'hui puisse encore une fois embrasser une sorte de monarchie républicaine. Nous regrettons infiniment d'avoir consenti des sacrifices considérables en 1994 dans l'espoir que cette fois-ci nous allions avoir un gouvernement qui puisse accepter une liberté, nous accorder l'espace politique, accepter aussi le droit humain, mais enfin aussi accepter à ce que l'unité rwandaise, qui nous manque aujourd'hui même, puisse se réaliser. On va en parler. Alors, on va en parler. Il faut que la parole, elle tourne un peu. Pardonnez-moi. Kit Gatabazi, vous pensez que c'est parti là jusqu'en 2034 pour Paul Kagame? D'abord, je note que une révision constitutionnelle est un mécanisme prévu dans la Constitution. Donc, sur le plan légal, on peut procéder à une modification de la Constitution. Mais étant donné que la Constitution est le cadre juridique qui organise les institutions de tout un pays, il y a des mobiles politiques qui viennent chaque fois qu'il y a une révision. Donc, là, il y a des mobiles politiques, non? Il va falloir séparer d'abord Est-ce qu'il y a des deux mobiles choses. politiques? Il y a toujours des mobiles politiques. Et c'est quoi le mobile politique là? Je n'ai pas la science infuse pour vous donner ça. Je pense qu'il est quand même clair, le mobile politique, non? Pour vous, il n'est pas clair. La manœuvre, c'est pas modifier la Constitution pour pouvoir se représenter et faire 5 mandats d'affilée. C'est pas aussi clair que ça pour vous? Je pense, très honnêtement, et en essayant d'analyser la situation sur place, qu'il y a des mutations dans la société, il y a des transformations. Nous sommes en 2015. Il y a ce que les Rwandais veulent. Il y a ce que le système en place offre aux Rwandais en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'infrastructure. Et il y a un désir, d'après ce que j'ai entendu, de continuité. Désir de continuité. Antoine Glaser, il y a un désir. Je finis juste là. Je vais vous redonner la parole, mais il faut parce que l'émission avance, qu'on tourne. C'est vrai qu'il y a eu une pétition. Il y a plus de 3 millions de Rwandais qui ont signé cette pétition parce qu'ils souhaitent le maintien au pouvoir de Paul Kagame. Aujourd'hui, il y a un désir des Rwandais de revoir à nouveau Paul Kagame. C'est pas moi qui peux dire s'il y a un désir des Rwandais, mais le principal problème, c'est une forme de théâtre démocratique. C'est comme une scène de théâtre que vous organisez. Tout est écrit à l'avance. À partir du moment où c'est un pays où il n'y a pas de contre-pouvoir, où il n'y a pas réellement de débat démocratique, où il n'y a pas vraiment une opposition démocratique et un petit parti démocratique vert qui n'a même pas pu vraiment participer. Donc, dans ce cadre-là, avant même de se prononcer pour savoir s'il y a 3,7 millions, il faut savoir que la population n'est que 10 millions de Rwandais. Donc, de demander ça. Le principal problème, c'est comme un théâtre démocratique. Ça veut dire que tout est organisé, mais on a l'impression que c'est à usage externe. Ça veut dire, voilà, c'est un pays, effectivement, on réussit bien. On cite toujours l'éducation, la santé, le taux de croissance, réussite économique. Mais le problème du débat démocratique, où est-ce qu'il y a le débat démocratique réellement au Rwanda? Où est l'opposition? Où sont les contre-pouvoirs? Tout le monde... Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui l'invente. Tout est verrouillé. Il n'y a pas d'opposition. À partir de ce moment-là, vous pouvez organiser tous les référendums du monde. Vous pouvez organiser président à vie. Mais le problème, c'est même pas... Bon, là, on dit 34, mais c'est une façade. Alors, si les Rwandais, moi je ne peux pas dire si les Rwandais, peut-être qu'ils veulent que Kagame, qui réussit effectivement sur le plan de l'éducation et de la santé, reste au pouvoir, mais on ne peut que constater qu'il n'y a pas de débat démocratique, qu'il n'y a pas de contre-pouvoir dans ce pays. Voilà.
Alors c'est justement cette réaction d'un internaute. Kagame viole un principe de la démocratie. Le Rwanda ne saurait avoir d'autres dirigeants que lui. Vous êtes d'accord avec Antoine Glaser, David Gakunzi? Il n'y a pas de débat démocratique. Peut-être qu'il réussit, peut-être qu'il a un bilan flatteur, un bon bilan économique, mais il verrouille le pays. Je crois qu'il faut toujours réfléchir en partant du contexte. Le Rwanda, c'est un pays qui a connu un génocide il y a 20 ans. Un génocide, on n'en sort vraiment qu'au bout de 2 générations. Et je pense que ce contexte fait que il faut réfléchir en partant de ce contexte-là par rapport aux évolutions politiques. Et quel est le besoin dans la société? Jusqu'à aujourd'hui, le besoin principal dans la société est celui de la stabilité, celui de la sécurité et celui du changement économique et social. Ça, c'est le besoin réel quotidien des Rwandais. Donc, quand on pose ces questions d'évolution des règles constitutionnelles, de la constitution, de la démocratie, il faut toujours réfléchir en partant des faits et des contextes. Parce que les constitutions, c'est quoi? C'est les règles de vue communes qu'on définit collectivement ensemble. La question, c'est que les changements se fassent en partant, je dirais, d'une décision collective. Ça, évidemment, c'est ça qu'il faut Mais là, il n'y a pas de vérifier. changement, en l'occurrence. La procédure. Il n'y a pas de changement qui se fait, parce que Paul Kagame verrouille le pays. Je finirai par ça, Faustin, vous aurez le temps de parler. Je pars de deux choses. La procédure, comment c'est fait, les choses sont faites. On parle des pétitions. On parle du Parlement qui s'est saisi des pétitions, du Parlement qui est parti vérifier sur le terrain si vraiment c'était la volonté des gens, et le théâtre démocratique dont parle Antoine. La procédure a été au niveau légal respectée, ce qui n'est pas le cas dans certains pays en Afrique. Parce qu'on a aujourd'hui un problème partout en Afrique. Est-ce qu'on adopte une position en disant on ne change pas de constitution? Ça va se faire de toutes les manières. La question n'est pas là. La question, c'est est-ce que ça se fait dans les règles? Est-ce que ça se fait en ayant une consultation au niveau des citoyens? Faustin parlait tout à l'heure de la Révolution populaire, et du référendum de 1961. C'est très grave. Révolution populaire, c'est de là où partent tous les troubles qu'on a connus au Rwanda. Révolution populaire, ça veut dire les premiers pogroms. Il parle du premier référendum. Le premier référendum, c'était avec un parti. C'était avec un parti. Je peux finir, Faustin? Je finis juste après. Un mot, David Gakunzi, on donne la parole. Allez-y, il termine et vous aurez la parole, monsieur. Donc, il y a 2 aspects. Il parle de révolution populaire. Révolution populaire, c'était les pogroms. Et il parle du référendum de 1961. Le référendum de 1961, c'était avec un parti qui s'appelait le Parti populaire des Bahutus, avec un manifeste des Bahutus qui a introduit le racialisme au Rwanda. Donc il faut faire attention. Et dernier point, je finis par là, la démocratie, c'est d'abord les droits. Et c'est là, justement, où on doit se poser plus le débat. Est-ce que les droits des citoyens sont respectés ou pas? Parce qu'au-delà de l'élection, au-delà du vote en tant que tel, si on n'a pas un état de droit, si on n'a pas le respect des libertés, c'est sur ce niveau-là qu'il faut plutôt, à mon avis, peut-être essayer de poser des questions. Faustin Touareg, vous vouliez réagir à ce que vient de dire David Gakunzi. Oui. Oui, moi je pense franchement que quand nous parlons des intellectuels, il faut que l'on soit intellectuel jusqu'au bout. Pas introduire un style un peu fascisant, croyant qu'on essaye de convaincre le monde, et puis insister sur le génocide comme si le génocide est le remède à tout. Pour nous, nous parlons de Kagame. Le président Kagame n'avait pas du tout droit de tromper le peuple rwandais, qu'il a pris les armes pour la démocratie, pour introduire la démocratie au Rwanda. Et finalement, ce que nous avons connu, c'est justement ce génocide, les massacres au Rwanda, les massacres au Congo, les assassinats des leaders, jusqu'aujourd'hui. Et revenons à l'organisation du référendum de 1961. Ce référendum n'a pas été organisé par les Hutus comme monsieur le prétend. Il a été organisé par les Nations Unies et par la Belgique. Mais moi, je voudrais qu'on parle du référendum d'aujourd'hui. Pardonnez-moi, Antoine Glaser, je voudrais qu'on parle du référendum d'aujourd'hui, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire du Rwanda, sinon on ne s'en sort pas. Allez, Antoine Glaser, on voudrait y voir un peu plus clair. Antoine Glaser. La grande difficulté actuellement, c'est qu'on sent qu'il y a une sorte de... qui peut se comprendre d'ailleurs. D'un certain nombre de pays africains, il n'y a pas que le Rwanda. On voit actuellement la crise Burundi avec Pierre Nkurunziza qui s'est fait voter un 3e mandat pour se maintenir au pouvoir. On voit à côté le président Joseph Kabila en République démocratique du Congo qui veut aussi faire riper un peu comme ça les élections, qui n'organise pas du tout les élections pour se maintenir au pouvoir.
Et je pense que tous ces pays ont sent monter ce que dit d'ailleurs Joseph Kabila en disant on n'a pas de leçons à recevoir des Occidentaux. Il y en a marre. Ils disent pas il y en a marre de votre démocratie, mais ils disent simplement ce sont pas les Nations Unies. C'est pas les Nations Unies. Il dit pas je sais pas pourquoi c'est pas non plus l'Orient ni l'Occident qui vont réaliser la paix, les problèmes au sein de nos pays. Donc on voit qu'il y a une sorte de refus de ce qu'on appelle de plus en plus une démocratie occidentale. Mais le problème de fond demeure. Ça veut dire même avant, même dans l'Afrique précoloniale, il y avait des débats, il y avait des chefs, il y avait des contre-chefs, il y avait des mecs qui avaient la palabre. Donc c'est pas simplement la démocratie à l'occidentale qu'on peut discuter de ce que la France, quand elle exporte son code napoléonien en Afrique et qu'on a fait apprendre aux ancêtres les Gaulois, aux Africains, mais on n'en est plus du tout là. Ça veut dire le problème, c'est ce qu'on appelle un débat démocratique. Est-ce qu'actuellement au Rwanda, il y a vraiment une marge, il y a vraiment une possibilité pour des Rwandais qui ne sont pas d'accord avec Paul Kagame de s'exprimer? Moi, je pense que non. Mais bon, voilà. Et moi, je voudrais que vous réagissiez là-dessus, Tite Gatabesi. Est-ce qu'il y a possibilité, quand on ne pense pas comme Paul Kagame, quand on n'est pas dans le parti de Paul Kagame, d'avoir un espace justement de liberté? Est-ce que c'est possible ou pas? Antoine Glaser dit non. Oui, pour des raisons professionnelles, j'étais dans la sous-région au mois d'avril-mai. Et j'ai séjourné au Rwanda, j'ai sillonné, je suis allé à Gisenyi. Et comme j'ai de la famille sur place, j'ai pris quelques jours de congé. Je suis arrivé à la période où les pétitions ont commencé. Et moi, j'ai posé la question intellectuellement. Qu'est-ce que vous en avez discuté? Qu'est-ce qui s'est passé? Figurez-vous que plus d'une personne, les gens m'ont dit, il y a eu des pour et des contre au sein du FPR. Le parti de Paul Kagame. Le parti dont Kagame est président. Mm. Il y a eu des pour et des contre. Sauf que les contre ont été en minorité et ils se sont rangés du côté des pour. Ça veut dire le débat a eu lieu. Oui, mais il n'y a pas de... où, quand et comment. Excusez-moi. Le Rwanda n'a pas... Oui, je vous dis que moi, j'ai posé la question, j'étais sur place. Mais c'était pour des mobiles professionnels. Vous connaissez quand même tous les opposants qui ont été en prison au Rwanda. Parlons du débat. Mais on pense même à Faustin Twagiramungu, qui d'ailleurs vit en exil. Je peux finir moi aussi. Oui, je vous laissais terminer, mais lui-même vit en exil en Belgique quand même. Oui, et vous allez terminer. On peut parler des exilés aussi, mais allons-y point par point. On parle du débat. Moi, j'étais là au mois d'avril et au mois de mai. J'ai posé la question personnellement à des amis qui ne peuvent pas me mentir, parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à me mentir. Ils m'ont dit, mon cher ami... On est contre le... Excusez-moi, monsieur Glaser. Mon cher ami, c'était très dur au sein du FPR. Ça veut dire que débat, il y a eu. Il y a eu des arguments. Ceux qui étaient pour, ont dit pourquoi ils étaient pour. Ceux qui étaient contre, ils ont dit pourquoi ils étaient contre. Et la majorité a l'emporté. Les minoritaires se sont rangés derrière les majorités. Et vous dites qu'il y a un débat quand même. Je n'étais pas membre de ces Allez, on forums-là. fait une petite pause. On fait une petite pause, le temps du rappel des titres, et on parlera ensuite du bilan aussi de Paul Kagame. À tout de suite. La seconde partie de notre débat consacré ce soir au Rwanda, ce référendum constitutionnel, référendum qui, s'il est remporté par Paul Kagame, lui permettra de se représenter en 2017. Faustin Twagiramungu, ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que c'est quand même un président populaire, ce président Kagame. Il faut dire qu'il a un beau bilan quand même économique à son actif, 7% de croissance en 2014, 7,5% de croissance en 2015. Beaucoup de pays africains envient le Rwanda aujourd'hui. Oui, mais tout cela ne lui donne pas, ne l'autorise pas à rester au pouvoir indéfiniment, n'est-ce pas? Je crois que Kagame aurait pu former quelqu'un du FPR qui puisse le remplacer. Il ne l'a pas fait, ce qui est une erreur. Alors, quant à prétendre qu'on peut développer le pays, il n'en a pas été le premier à développer le pays. Les autres présidents aussi ont fait ce qu'ils avaient à faire à cette époque-là. Ou disons, après l'accession du Rwanda à l'indépendance,
Il y a eu le président Kayibanda, lui aussi pouvait prétendre qu'il a développé le Rwanda. Habyarimana, bien entendu, du temps où on comparait le Rwanda, on parlait de la Suisse africaine. C'est-à-dire qu'il a fait quand même une certaine participation à ce développement. Ce ne sont pas donc des miracles. Je crois que ce que nous voulons dans notre pays, c'est, comme vous l'avez dit, le débat politique. Il faut absolument qu'il y ait de l'espace politique, il faut le respect des droits de l'homme, il faut absolument qu'il y ait une alternance acceptable. Pas pour des gens comme moi. Est-ce que vous pouvez rentrer au Rwanda, par exemple, vous, est-ce que vous pouvez rentrer aujourd'hui au Rwanda? Pas du tout. Vous ne pouvez pas, racontez-nous alors, vous vivez en exil. Oui, j'ai voulu... Bien sûr. Moi, j'ai participé au gouvernement de 1994 jusqu'à 1995. J'ai été obligé de quitter le Rwanda parce que je ne supportais pas les massacres de mon peuple par le FPR. Je continue de vivre ici et j'ai essayé de retourner au Rwanda en 2003. Je ne pouvais pas y rester parce que j'étais menacé. En 2012, j'ai voulu y retourner, on me refuse et le visa et on me refuse le passeport. Aujourd'hui, je ne peux pas retourner au Rwanda, sinon ce serait à mes risques et périls. Et je ne suis pas le seul. Il y a d'autres Rwandais qui vivent à l'extérieur, tout simplement parce que la sécurité ne peut pas être assurée. Monsieur Kagame ne veut pas de concurrents politiques. Alors, c'est un dictateur, moi, je ne sais pas c'est quel genre de régime que nous allons hériter ou faire hériter à nos enfants. Antoine Glaser, ne pas qu'il y ait une répétition d'une monarchie, qu'elle soit. Antoine Glaser, sur le bilan quand même de Paul Kagame, on peut dire quand même que c'est un bon bilan. On a parlé du bilan économique. On rappelle aussi que le Rwanda est un pays qui respecte la parité homme-femme. C'est aussi important de le dire. Il y a même des députés, des femmes députés. Les femmes sont majoritaires. Enfin, en tout cas, c'est l'un des pays les mieux classés au monde. Je pense même sur le... on parlait de la COP21 ces derniers jours aussi. C'est un pays qui est en pleine transition énergétique. C'est quand même un pays que les autres pays africains peuvent envier, non? Absolument, mais enfin, c'est tout le paradoxe. Ça veut dire, est-ce qu'il faut absolument avoir un homme fort, autoritaire, qui verrouille, qui fait peur à tout le monde? Il gère effectivement son pays d'une main de fer. Et c'est vrai que les gens... Oui, mais il y en a d'autres, Antoine Glaser. Il y en a d'autres qui sont tout aussi autoritaires. C'est pas pour défendre Paul Kagame, mais qui sont tout aussi autoritaires que Paul Kagame. Et il y a de la corruption, il y a de l'enrichissement personnel. La grande différence de Paul Kagame, c'est vraiment, d'abord, il reste profondément, c'est qu'il faut rappeler quand même, c'était l'ancien chef des services secrets de l'Ouganda. Ça reste un homme fort qui supporte pas du tout les contradictions. Il a quand même un certain nombre de gens qui étaient ses opposants, étaient assassinés, en particulier ses anciens compagnons de route en Afrique du Sud. Donc, mais c'est pas la nomenclatura traditionnelle qu'on peut connaître dans d'autres pays, qui est une nomenclatura, ce qu'on appelle patrimoniale, où alors il y a une partie d'une famille ou du clan qui prend le pognon et qui garde l'argent et il n'y a pas de redistribution. Avec Paul Kagame, c'est un autre schéma. C'est un homme qui considère qu'il est quasiment le messie maintenant, qu'il est irremplaçable. Effectivement, la spécificité du génocide qu'on avance toujours du Rwanda fait qu'on dit ce pays, effectivement, en disant il faut plusieurs générations pour que ça change. Et donc, on en fait, mais à ce moment-là, pourquoi faire des élections? Pourquoi faire tout ce théâtre démocratique? Pourquoi faire ce référendum? C'est le père de la nation qui a sauvé le pays, qui se maintient. Il est arrivé au pouvoir en disant qu'il n'allait pas se maintenir, que le pouvoir ne l'intéressait pas, etc., etc. Et maintenant, on est quand même parti jusqu'en 2034. Donc, il faut dire les choses. Mais ce qu'il faut aussi préciser, c'est que Paul Kagame, il fait même peur à ses voisins. Et c'est vrai qu'en ce moment, ce qui se passe, la communauté internationale n'ose pas du tout Ils disent rien d'ailleurs. À part les États-Unis, ils ont vaguement dit qu'ils allaient réduire l'aide militaire. Et je vais vous dire pourquoi ils disent rien. Je vais vous donner la parole ensuite. On laisse terminer Antoine Glaser. Il a menacé en particulier Pierre Nkurunziza du Burundi. Il a dit qu'il en avait assez que ce pouvoir burundais massacre sa population matin et soir, et que si ça allait continuer comme ça, il allait réagir. Donc vous avez en ce moment toute la communauté internationale, ils sont avec une crise majeure au Burundi. Vous avez la RDC, 70 millions d'habitants, on ne sait pas trop où ça va, et du coup il se dit le seul type qui tient et qui est vraiment assez puissant, à tel point qu'il a tous ses militaires dans le Darfour, dans les opérations de maintien de la paix. Vous savez que c'est par exemple, personne ne sait que la présidente dans la Centrafrique, Madame Catherine Samba-Panza, ce sont des Rwandais qui assurent sa sécurité.
et qui sont à sa sécurité privée. Et donc, je veux dire, on voit bien que c'est l'homme fort de la région, et du coup, personne ne bouge, personne ne bronche. Et on va dire, il est formidable. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, David Gakounzi, un mot et ensuite la parole. Philippe Gatabazi. Oui, attendez, la parole tourne. Allez, Voilà, David Gakounzi. rapidement. Premièrement, Faustin est retourné au Rwanda, parce qu'il a mené campagne et qu'il a eu, je crois, 2% à l'époque, il a mené la campagne présidentielle. Deuxièmement, En 2003, oui. Voilà. Deuxièmement, je pense que quand on parle du Rwanda, quand Kagame et le FPR arrivent au pouvoir, il y a 1 million de morts. Un génocide qui a été non seulement étatique, mais qui a été un génocide populaire, c'est-à-dire qui a impliqué à peu près 3 millions de tueurs, si on doit dire les chiffres crûment, sur une population de 8 millions. Donc, comment on reconstruit un pays comme ça? En fait, on oublie tout ça. Non, on n'oublie pas, mais on dit, voilà, le Rwanda part de ça. Le Rwanda part de ça. Donc, est-ce que si on rêve en pensant qu'un pays qui est... Attends, Faustin Torgam, on laisse terminer David Gakounzi. Oui, mais attendez, on va le laisser terminer si vous voulez bien, merci. Si on pense qu'un pays comme celui-là, qui part d'un contexte comme celui-là, peut du jour au lendemain, dans une génération, devenir une démocratie comme la Suisse, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Deuxièmement, je pense qu'on est en train de faire un procès d'intention. On dit que Kagame va se représenter. Je ne suis pas sûr, parce que je n'ai pas encore entendu dire cela. Donc ça, c'est aussi notre question qu'il faut se poser. Là, on est en train de dire il va rester président à vie. Est-ce que Kagame a déjà dit qu'il va se représenter? Jamais dit président à vie. Voilà. Donc ça lui permet de se présenter sur 2034. Là, on est en train aussi de lui faire un procès d'intention, alors que jusque-là, il a été même parmi les minoritaires. Il n'y a que vous quand même, David Gakounzi. Jusque-là, ça se passe bien. Il a été même parmi les minoritaires qui étaient contre le changement de la Constitution, par exemple. Courageux. Dernier point, la question du débat, effectivement, de l'espace du débat au sein de la société rwandaise et de la démocratie en Afrique. Absolument. Il n'y a pas d'exception démocratique au monde. Tous les peuples aspirent à la liberté, tous les peuples aspirent à la défense de la liberté. Et au débat. S'il y a des choses à améliorer, il faut les améliorer, évidemment. On est tous d'accord, mais partons d'un contexte donné, d'un contexte particulier. Et sur le Burundi, c'est votre argumentaire. C'est-à-dire finalement, il y a le contexte, il y a le contexte du génocide, etc. En dehors d'un contexte. Et sur le Burundi, je finis par là, sur les forces, et justement l'implication des Rwandais dans les forces de maintien de la paix, c'est la première puissance au niveau francophone, parce qu'on oublie aussi que le Rwanda est francophone. C'est la première puissance en termes de... Et on l'oublie parce que... Commonwealth. Et je finirai par dire... Et sur le Burundi... Allez, Philippe Gatabazi, allez, il faut que la parole tourne. On va revenir sur le Burundi. Vous avez dit, c'est quoi le bilan? J'observe d'abord que le Rwanda ne fait pas partie des pays les plus riches en Afrique. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, le Rwanda est un pays suffisamment mieux organisé, un pays qui a une capacité managériale, qui offre des services sociaux? Ça n'est pas que Kagame. Je suis très mal à l'aise quand j'entends, quand je lis cette fixation sur la personne de Kagame. Le Rwanda, vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure. Eh bien, ça ne sort pas des miracles. C'est une capacité organisationnelle qu'ont les gens. Ce que vient de dire Gakounzi, vous venez d'où? Vous allez où? Qu'est-ce que vous voulez faire? Que Kagame ait une vision pour son pays, ça va lui être reproché. Que Kagame offre des services à sa population, ça devient un reproche. Que la Constitution, s'il vous plaît, oui. Ce que disait Antoine Glaser, c'est qu'il n'y a pas de débat démocratique. C'est le reproche qui est fait à Kagame aujourd'hui. Oui. Sur le plan du droit, sur le plan du droit, que la modification de la Constitution se passe à travers une procédure prévue, ça veut dire légale. Qu'est-ce qu'on nous dit? On passe le temps à nous dire Kagame, Kagame, Kagame. Parlons du Rwanda, parlons des Rwandais. Parlons de ce qu'est ce pays. Oh, il a parlé tout à l'heure de la sous-région. Et moi, j'étais là au mois de mai. Il n'y a pas beaucoup d'Africains qui n'ont pas envie d'aller vivre au Rwanda. Parce qu'ils disent, là-bas, il y a la paix, il y a la sécurité. Là-bas, vous pouvez faire votre business tranquillement. Là-bas, vous avez des services. Mais Kagame n'est pas médecin, Kagame n'est pas agronome, Kagame n'est pas avocat. Mais tous ces gens travaillent dans ce pays. Il y a quand même une organisation. On n'entend pas beaucoup d'autres personnes s'exprimer que Kagame. Quand même.
Faut pas faire- Faustin Touadéra-Mungu, hein, justement sur le bilan Nous ne pouvons pas- de Paul Kagame, hein, Madame, l'homme qui a réussi Madame, à ça ramener la serait paix très dans le long de pays, la faire ce bilan. réconciliation. parce qu'il y a... Oui, mais la réconciliation, il n'en a pas eu. Si réconciliation avait eu lieu, je ne serais pas ici. Mes compatriotes ne seraient pas au Congo. 350 000 Rwandais restent réfugiés dans des pays africains, européens et j'en passe. Il n'y a pas de liberté, nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Ce que nous voulons, c'est le débat politique, vous l'avez dit. Il n'y a pas que Kagame qui puisse diriger notre pays. Quant au bilan, attendez, j'ai la parole. Le bilan, on parle de la santé. La santé, on parle des routes, on parle de buildings, on ne parle pas d'eau potable, on ne parle pas d'électricité. Il n'y a que 2% de la population qui a de l'électricité dans leur maison. Alors quand on me parle de développement, c'est quoi? Et moi je dirais comme le disait M. Sékou Touré, avant tout, c'est la liberté avant le développement. Cette histoire de nous dire le Kagame a arrêté le génocide, il a développé le pays, par conséquent il doit rester là, je ne suis pas d'accord, le peuple rwandais en grande majorité n'est pas du tout d'accord. Donc le bilan pour nous franchement, c'est de dire les enfants pauvres continueront à faire leurs études universitaires au Rwanda, les enfants des riches vont aux États-Unis, ils vont aussi en Grande-Bretagne, et voilà, les universités Oxford, Stanford, j'en passe. Et les autres restent là, ils ne savent même pas écrire ni lettre en français pour demande d'emploi. Ils ne savent pas non plus la rédiger en anglais. Et ils ne parlent même plus le Kinyarwanda. Tout est devenu une sorte de soupe de culture. D'accord. David Il faut Gakuti, absolument qu'il y ait un changement. je voudrais qu'on Et ce réagisse. changement, nous voudrions que Kagame participe à ce changement, mais il doit y participer sans qu'il soit chef de l'État. Il faut donner la chance aux autres. Ça, on a bien compris. David Gakunti, quand même, sur l'aspect régional dont parlait tout à l'heure Antoine Glaser, vous êtes burundais, le Burundi est pays voisin du Rwanda. Aujourd'hui, le président rwandais, Paul Kagame, est accusé de recruter des réfugiés burundais, justement, une rébellion et de mettre en place une rébellion au Burundi sur le territoire, entraîné sur le territoire rwandais. Est-ce qu'il n'y a pas, là, il y a quand même un rôle de déstabilisateur quand même. Juste avant de répondre à votre question, Faustin parle de Sékou Touré de la liberté. Je lui rappelle que Sékou Touré, c'est le Cambouaro, donc ses références par rapport à la liberté sont un peu à réactualiser. Par rapport à la question de la stabilité du Burundi, le Rwanda a accueilli la majorité des réfugiés qui sont arrivés, des réfugiés Tutsi et Hutus. Tout le monde est parti au Burundi, hein. Ils ne sont pas partis ni en Tanzanie ni au Congo. Et deuxièmement, il les a accueillis, mais moi, d'après ce que je sais, j'étais dernièrement là-bas, il n'y a pas le Rwanda n'est pas du tout alors impliqué dans la prétendue rébellion qui se construit aujourd'hui au Burundi. C'est ce que disent les ONG. Ils disent, plusieurs ONG ont pointé du doigt la responsabilité de Paul Kagame qui recrute justement des réfugiés mais c'est pas Kagame burundais. qui le fait. Si ça se fait, c'est le pouvoir rwandais. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le pouvoir rwandais? Mais pourquoi est-ce que tout ce qui se passe au Rwanda, on lui donne une puissance, on dirait que c'est l'homme qui contrôle tout dans le pays. Oui, mais tout. Antoine Glaser dit qu'il contrôle pas mal de choses. Si vous permettez. C'est pas un homme du renseignement pour rien. Oui, bien sûr. Mais ramener, comme le disait... Je ne dis pas qu'il y a des camps, des machins, etc. Vous savez, c'est très dangereux entre le Burundi et le... Personne ne parle sur le plan ethnique, mais à un moment donné... Antoine, est-ce que je peux finir? Vas-y, le problème du Burundi, des camps des réfugiés, dans tous les réfugiés du monde, quand il y a une situation où les gens fuient, ils se construisent, ils essaient de rentrer chez eux, ils s'organisent. Et ça, ce n'est jamais la faute du pays qui les a accueillis. C'est la situation qui fait que les gens se disent on doit rentrer chez nous, on s'organise pour rentrer. C'est très rare quand même d'entendre. C'est très rare quand même. Pour rebondir rapidement là-dessus, c'est bien très rare d'entendre. D'accord, ok, sur les gens qui s'organisent, etc. C'est pas Paul Kagame qui est forcément responsable. Mais quand, à partir de là, lui-même dit et menace son voisin en disant ça va pas pouvoir durer comme ça, l'air de dire c'est moi l'homme fort de la région, ça va pas pouvoir durer comme ça, que vous tuez votre population matin et soir,
tout le monde comprend, parce qu'il appelons aussi les choses par Oui. leur nom, tout le monde comprend, attention, si vous continuez à menacer les Tutsis à Bujumbura, moi je vais venir encore sauver les Tutsis Monsieur- comme je les ai sauvés Monsieur- chez moi. Monsieur Glaser. Parlons clair, c'est Monsieur- ça Monsieur qu'il veut dire Glaser. très clairement. Monsieur Glaser, ne faisons pas d'amalgame. Ah non, mais Non, ne faisons pas d'amalgame. C'est vous qui avez souligné tout à l'heure que Kagame était l'homme fort, qu'il avait une capacité de déploiement de son armée dans Et les de missions de nuisance. maintien de la paix, et les Nations Unies lui savent gré de leur fournir. Absolument. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kagame, s'il le voulait, avec la capacité qu'il a, il n'a pas besoin de recruter. Il peut, au moment où il le veut, attaquer le Burundi et faire ce qu'il veut au Burundi. Il ne l'a pas fait. Mais je note quand même que ça ne vous a pas échappé, que le pouvoir agonisant de Bujumbura a tout fait de la provocation pour qu'il puisse y avoir un conflit entre le Burundi et le Rwanda. Kagame a refusé d'entrer dans ce jeu-là. Pourquoi on ne peut pas le souligner ça aussi? Oui, On ne peut pas dire, Kagame, il est l'homme fort. Il a fait des déclarations Oui, incendiaires. oui, il a fait des déclarations. Et je peux vous sortir les déclarations du ministre burundais des Affaires étrangères. Ça n'est pas digne d'un diplomate. Mais qu'à cela ne tienne, moi je refuse cet amalgame entre Kagame est l'homme fort dans la sous-région, il fait peur à tout le monde et il est incapable d'attaquer le Burundi, pays voisin, pour recourir à des recrutements, pour former des militaires, pendant qu'il en a sous la main. Soyons logiques avec nous-mêmes. Antoine Glaser, quelles sont aujourd'hui les relations avec la France? Parce que ça aussi, ça nous intéresse. Ce sont des relations qui sont très mauvaises, en fait. Ça veut dire, depuis, à un moment donné, ça allait beaucoup mieux quand Nicolas Sarkozy était allé au Rwanda. Ensuite, quand Paul Kagame était venu en visite en France. Mais très honnêtement, à part le Rwanda, là, c'est Paul Kagame qui considère que la France n'a pas vraiment jugé les génocidaires. Il y a toujours le problème aussi par rapport à l'armée française, où il y avait un certain nombre de rapports qui n'ont pas été levés en considérant que les Français n'étaient pas du tout, bien évidemment, des génocidaires, mais ont soutenu beaucoup trop longtemps un régime qui est devenu génocidaire. Bref, les relations avec la France sont très mauvaises et moi je veux bien que les gens y parlent la francophonie ou français. Mais enfin, première chose qu'a fait Kagame en arrivant au pouvoir, c'est de s'inscrire au Commonwealth, c'est de se mettre en tweed. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus Londres et les relations avec Londres et les Américains qu'avec la France. Les relations avec la France sont en fait mauvaises, d'autant que les gens qui sont actuellement au pouvoir, je vais dire avec François Hollande, tous les gens autour de François Hollande, des gens comme Hubert Védrine étaient cités dans les rapports Mussio, qui est le rapport du Rwanda, qui considérait que la France était très critique vis-à-vis du rôle de la France au moment du génocide rwandais. Donc voilà, je veux dire, il y a tous les jours, vous avez un certain nombre aussi de décisions par la justice française et le Rwanda n'est pas content. Donc les relations avec la France sont très mauvaises. Les principaux soutiens de Paul Kagame, ce sont les Anglais et les Américains, mais eux-mêmes, sur le plan de la démocratie, sont extrêmement critiques vis-à-vis du Rwanda. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Sur la justice, s'il vous plaît, il faut souligner quelque chose. David Gakunzi. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà condamné la France plusieurs fois sur les dossiers rwandais, en insistant sur des délais anormalement longs dans les procédures qui sont engagées en France. Voilà. Voilà. Un mot, David Gakunzi. Un mot juste pour C'est la dire fin de ce que- débat. que même sur la question de les relations France-Rwanda, vous aurez peut-être des surprises dans l'avenir. Les choses sont dynamiques. Il y a des contentieux, des questions de justice, mais je crois qu'il y a aussi un débat, un dialogue là-dessus. Il y a eu des améliorations, par exemple, les deux pays ont travaillé ensemble en Centrafrique, notamment. Donc il y a des évolutions, dans tout cela. En Centrafrique, Il faut voir les choses d'une manière dynamique. Et peut-être qu'il y aura des évolutions dans les années qui viennent. Dans les décennies. Non, dans les années qui viennent, peut-être. Pas aussi optimiste que vous, Antoine Glaser. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci Faustin Touariga-Mungu, merci d'avoir été avec nous. Je sais que c'est toujours compliqué de débattre lorsqu'on est loin. Merci en tout cas. On accueille tout de suite Karim Yaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ce jeudi, un œil sur les médias, c'est tout de suite.